Nouvelle session du JT Business sur votre télévision. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre à l'instant précis pour vous informer. Voici les titres. Les prix des poissons issus des différents cours d'eau et lacs du Haut-Katanga sont en hausse. Cette hausse serait attribuée d'une part à la fermeture de ces cours d'eau et d'autre part formation du taux d'échange pour ce qui est des poissons importés. Les explications sont à suivre en début du journal. Et puis un extrait du magazine Débrief Éco est à suivre dans cette édition. Jean-Michel Samalou Condé, qui totalise 2 ans à la tête du gouvernement, que retenir de son action gouvernementale au plan économique et financier? Le chef de travaux, Labim Pianabokechu, a répondu à cette question. Voilà les titres. Cordial bienvenue à vous tous qui nous regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Premier titre pour commencer. Les lacs et cours d'eau de la province du Haut-Katanga sont fermés pour une période de 3 mois afin de permettre aux différentes espèces de poissons de se reproduire. Sur le marché de Lubumbashi, les prix de ces produits alimentaires connaissent une hausse. C'est ce que nous disent ici Brigitte Massangila et Jules Kabamba dans ce reportage. Nous sommes au marché Njanja, réputé dans la vente des différentes espèces de poissons provenant soit de lacs et cours d'eau du Haut-Katanga, soit encore d'autres pays d'Afrique. Pour les espèces locales telles que poissons salés, poissons fumés, frétins et bien d'autres espèces, les prix sont à hausse suite à la fermeture de lacs et cours d'eau. Tel que décidé par le gouvernement provincial, la hausse serait occasionnée par la carence de ces denrées sur les marchés. Avant kufunga mai, samaki tunauza mabei bien. Hapa samaki chapanda bei vitu ninge mfermeture. Hii samaki ni kibonde. Tunakiuzaka 5 poissons 15 000. Hapa tunauza 5 poissons 25 000. Mulonge tunauzaka 8 poissons pour 6 000 francs. Hapa tunauza 8 poissons pour 10 000 francs. Hii mungo tunauzaka wakati wa ouverture tunauzaka mobei ya 8 poissons 8 000 francs. Hapa tunauza 8 poissons 15 000 francs. Cet avis n'est pas partagé par d'autres vendeuses, à l'instar de celle qui vend le poisson communément appelé makobo. Pour elle, cette période de fermeture n'est pas à l'origine de l'inflation. Cette situation inflationniste est la même avant, pendant comme après la fermeture. Ni makobo. Tunaanza kuyujisha mouverture, tunaanza kuyujisha na 35 000. Mena hapa isha kupanda isha kwa 45 000. Ndio vitu vishaka. Na kuuza kunyewe, abauze ngara vile masamaki na geuka marangi. Tunatujishaka 15 000. Mena hapa tu kuna 20 000. Ngara vile samaki kunaribika. Ngari ile nyama yote kwa hapa ni makobo yote, ngara tu makuleur ya makobo. Yote isha kuharibika soko hakuna dada. Kuna bintu mekuuza abatuze, kuna haribika na makuta, kuna pondekana kama kintu kinaribika, shile makuta na pote. Pour cet autre vendeur de frétins, il y a réellement hausse des prix car une mesure des frétins des cachoboués revient à 10 000 francs alors qu'il s'est négocié à 5 000 francs il y a quelques semaines. Avant bafunge mai turanja kuza bomoya na 5 000 francs, hapa turanja kuza bomoya na 10 000 francs. Cette hausse des prix est observée sur toutes les espèces de poissons. À la fermeture, certains commerçants y associent les perturbations du taux d'échange pour justifier la hausse des prix, une hypothèse qui n'est pas non plus négligeable. Et ceci nous permet de parler agriculture. À présent, la saison culturelle 2022-2023 tend vers la période de récolte, du moins pour ce qui est des maïs dans le Haut-Katanga. L'on s'interroge déjà sur ce que pourra être la production attendue cette année, surtout que la province a fait face ces dernières semaines à une rareté des maïs conduisant à une situation inflationniste. Nadia Niembo dans la bouche de Merveille Mouhemba sur les images de Beni Mwamba. Regardons. Depuis le début de cette saison agricole, tous les indicateurs présentent un tableau similaire à celui de la saison dernière. C'est entre autres les niveaux de précipitations qui a gardé les caps que celui de la saison passée. Sauf s'il arrête de pleuvoir un peu plus tôt ou qu'il pleut plus que d'habitude, eh bien là il faut s'attendre à des changements de niveau de production. Mais tel que les choses se présentent, je pense que on peut valablement dire que le niveau va plus ou moins être le même que la campagne passée. De ce point de vue, difficile d'envisager obtenir une production meilleure que celle de l'année précédente, malgré que le Haut-Katanga soit confronté à la flambée des prix de la farine de maïs. S'il pleut normalement,
à quoi peut-on s'attendre en termes de production, de niveau de production. Jusque-là, les pluies ne posent pas de problème. Il pleut normalement. Et si les pluies s'arrêtent au mois d'avril, fin mars, début avril, eh ben on aura une production quasi la même que l'année passée. Somme toute, la politique du gouvernement provincial est salvatrice, mais à condition que les bénéficiaires des intrants agricoles puissent honorer leurs engagements pour espérer couvrir un bon pourcentage de la demande à maïs sur le marché. Autre titre dans la suite de ce JT Business, c'est en bref et en images. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a totalisé mercredi 15 février dernier 2 ans, jour pour jour, depuis sa nomination à la tête du gouvernement des Warriors en RDC. Au plan économique et financier, Jean-Michel Sama Lukonde avait présenté un programme d'action visant à construire un État fort, prospère et solidaire. Que retenir de l'action gouvernementale sous l'égide de Jean-Michel Sama Lukonde qui vient de totaliser 2 ans de règne? Le débrief Écho en a parlé avec le chef des travaux Labim Piana Bokecho, chercheur en sciences économiques et de gestion. Voici un extrait. Il faut reconnaître que les efforts qui sont fournis par ce gouvernement et surtout les actions menées sur le plan économique sont de grande envergure. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième élément, sont tellement très favorables à l'amélioration des conditions de vie de la population et en fait de compte à la relance de l'économie nationale pour que cette économie arrive à produire une richesse capable d'être répartie totalement de manière équitable. Ça, il faut reconnaître. Deuxième élément aussi, il faut tenir compte de l'amélioration de notre croissance économique, les PIB qui s'améliorent davantage et pour lesquels ce PIB dégage à nous des excédents qui offrent à nous, n'est-ce pas, la possibilité de tenir de stabiliser l'économie. Et troisième élément, c'est le comportement du commerce extérieur. Il faut savoir réellement qu'il y a l'ouverture de notre économie à l'échelle internationale et surtout réellement qu'avec suivi ou accompagné d'une meilleure diplomatie, ce qui a permis à ce que nous puissions booster notre balance de paiement. Donc les indicateurs sont là, la balance de paiement devient de plus en plus excédentaire et voire même équilibrée et c'est ce qui montre la stabilité. Et en fait de compte, toujours sur le plan économique, il y a un problème des investissements. La relance des investissements, la relance de la politique des grands travaux, ça vous devez reconnaître qu'il y a des investissements passés par là, il y a les ouvrages qu'on a créés, qu'on a réhabilités, il y a les interventions gouvernementales au niveau des entreprises publiques. Il faut relancer l'AMIBA, relancer la GECAMINE, relancer d'autres entreprises qui sont totalement des entreprises beaucoup plus, qui pèsent directement sur le budget de l'État et sur la balance des paiements. Surtout, n'est-ce pas, des entreprises congolaises qui sont destinées à l'exportation, dont les produits qui sont collectés d'accord sont destinés à l'exportation. L'intégralité de ce magazine Débrief Écho est à suivre sur votre télévision. Le secteur minier en République démocratique du Congo demeure encore un des piliers de l'économie congolaise au regard de sa contribution au budget national. Sur le terrain, le constat malheureux est que l'exploitation minière ne bénéficie pas significativement à la population congolaise, mieux au développement socio-économique du pays. Jean-Luc Tchani et Béni Mwamba. Reportage. Les nombreuses entreprises minières exploitant sur les sous-sols congolais n'offrent pas assez d'emplois aux autochtones. Les petites moyennes entreprises ont un accès quasi limité au marché. Voilà en somme les tableaux de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Au regard de ces tableaux, difficile de prétendre soutenir l'hypothèse selon laquelle cette exploitation bénéficie au développement socio-économique du pays. Le secteur minier est en lien avec l'énergie à ce jour parce qu'il y a ce qu'on appelle les métaux de la transition énergétique. Donc la RDC a le cobalt, le nickel, le manganèse, le lithium qui aujourd'hui sont des métaux qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries, qui entrent dans la fabrication des cathodes, des anodes, etc. Donc le secteur minier, la RDC, joue son rôle et
la RDC porte ses ambitions pour... Les minerais contenus dans les sous-sols congolais fait aussi la fierté du pays, mais à condition que leur exploitation soit au bénéfice de la population pour briser les contrastes de la RDC, pays immensement riche, avec une population immensement pauvre. Mais je reste convaincu que la RDC ne doit pas rester seulement focalisée sur la problématique ou des recettes qui proviendraient majoritairement et nécessairement que du secteur minier. Il y a d'autres secteurs qu'il faille développer. Il y a d'ailleurs un plan de l'industrialisation de la RDC et donc les lignes bougent et on va dans le bon sens. Avec une contribution de près de 20% au produit intérieur brut, l'exploitation minière, quelle qu'elle soit, industrielle ou artisanale, reste un facteur clé de l'économie congolaise. Autre titre, la situation économique demeure préoccupante en ces débuts de l'année pour l'économie congolaise. Cela fait suite justement d'une part à la récession de l'économie mondiale et de l'autre à la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais face au dollar américain. Face à la récession, toutes les batteries devront être mises en marche pour y faire face. Marcus Akenda, commentaire. Selon le rapport semestriel Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique, dévoilé en janvier par la Banque africaine de développement, la République démocratique du Congo devrait connaître une croissance supérieure de 5,5% en 2023. Pourtant, depuis la pandémie du Covid-19, puis la guerre russo-ukrainienne et l'attaque de la partie est de la RDC par les rebelles du M23, le géant de l'Afrique centrale souffre d'une baisse de la demande extérieure, notamment du secteur minier et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour que l'économie congolaise réussisse à dépasser ces difficultés, l'agence de notation Fitch insiste sur l'accélération des soutiens financiers internationaux ainsi qu'une mise en œuvre des réformes économiques structurelles. Pour sa part en interne, le pays continue de parier sur la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Lors de la 83e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a appelé le gouvernement à accélérer l'opérationnalisation du Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf. Pourtant, la corruption reste une plaie chronique en République démocratique du Congo. Elle fait perdre chaque année au trésor public 15 à 20 milliards de dollars, avait indiqué au journal Le Point le professeur Luzolo Bambi, ex-conseiller à la présidence, d'où un appel à l'agence anti-corruption et l'inspection générale des finances, deux structures d'audit du gouvernement rattachées à la présidence de la République, à éradiquer ces fléaux. Une des pistes majeures pour une bonne performance de cette économie congolaise. Et puis cet autre titre, avant les nouvelles en bref. Le Japon reste le pays le plus endetté au monde, mais qui continue de recevoir des prêts d'argent. Plusieurs facteurs expliqueraient cette situation. C'est notamment le faible taux d'intérêt appliqué à sa dette. Les explications dans ce commentaire signé Arcel Logis. C'est à la fin du mois de septembre de l'année 2022 que le Japon a affiché sa dette publique chiffrée à 9,2 trillions de dollars, soit 266% du produit intérieur brut, PIB en sigle, le chiffre le plus élevé parmi les grandes économies, alors que les États-Unis atteignaient 31 000 milliards de dollars à la même période. Mais compte tenu de la taille de la première puissance mondiale, ce montant ne représente que 98% de son PIB. Jusqu'à ce jour, le Japon reste le pays le plus endetté au monde. En effet, le pays a passé de décennies à stimuler les dépenses intérieures pour maintenir son économie, parce que ce citoyen et ses entreprises, qui jouent un rôle clé dans la croissance économique, sont extrêmement réticents à consommer. Et l'État est souvent obligé de dépenser pour eux, c'est-à-dire, d'une part, l'épargne privée est énorme et l'investissement est faible, ce qui implique une faiblesse chronique de la demande et d'autre part, la population japonaise a une durée de vie très longue, ce qui augmente les coûts de la sécurité sociale et des soins de santé publique, explique Takeshi Tashiro, un chercheur en économie.
90% de la dette est détenue par des investisseurs japonais. Le Japon a maintenu de taux d'intérêt extrêmement bas. Bien que le niveau de la dette soit très élevé, le gouvernement paye relativement peu d'intérêt à ce créancier. Elle peut maintenir une dette élevée indéfiniment. La clé réside également dans le fait que la majeure partie de la dette japonaise est libellée non pas en devises étrangères, mais en yens. Cela rend sa banque centrale moins exposée aux turbulences de marchés internationaux. C'est au début des années 1990 que la dette publique du Japon a commencé à s'envoler, lorsque sa bulle financière et immobilière a éclaté avec des effets désastreux. 3 titres en bref et en images. D'abord, la mission du Fonds monétaire international qui a séjourné en République démocratique du Congo du 8 au 14 février a fait plusieurs recommandations aux dirigeants congolais pour maintenir la stabilité des principaux indicateurs macroéconomiques, s'adressant particulièrement à la Banque centrale du Congo. Les experts du FMI ont interpellé l'autorité de régulation du système financier congolais sur la nécessité de maintenir la stabilité des prix sur le marché alors que le pays subit notamment une inflation importée du fait du contexte international actuel. La BCC devrait rester vigilante et proactive pour assurer la stabilité des prix tout en continuant à constituer des réserves pour renforcer la résilience externe. Ensuite, le système fiscal appliqué en RDC demeure dissuasif et non attractif. C'est ce qu'a affirmé jeudi 16 février dernier Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Il le disait lors de la cérémonie des échanges des vœux en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, l'un des éléments qui influe négativement sur le climat des affaires en RDC est la problématique fiscale. Et enfin, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, Miguel Cachal-Katembe, a échangé avec une délégation de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo qui était conduite par son président Louis Watoum. Les deux parties ont examiné les différentes difficultés que rencontrent les entrepreneurs dans le domaine de la sous-traitance locale en RDC et entrevoient comment trouver des solutions. La Chambre des mines de la FEC s'est engagée à collaborer avec l'ARSP pour la promotion de la sous-traitance locale. À présent, voici l'évolution des prix des matières premières sur le marché international selon les données fournies par la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Les principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo ont affiché une tendance baissière cette semaine qui s'achève, qui va du 13 au 18 février 2023. Le cobalt a connu cette semaine une baisse de prix de 18,57%. Il s'est négocié cette semaine à 39 348 $ américains la tonne contre 48 324 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de prix de 8 976 $ américains. Le cuivre également était en baisse cette semaine à 8 986 $ la tonne contre 9 221 $ la tonne la semaine dernière, soit un écart de prix négatif de 324 $ américains. Le zinc a affiché une tendance baissière de l'ordre de 6%. Il s'est négocié cette semaine à 3 249 $ américains la tonne contre 3 458 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de prix de 209 $ américains. Dans la même tendance, l'étain a baissé cette semaine à 28 345 $ la tonne contre 30 847 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 2 502 $ américains. Deux produits ont affiché une tendance stable cette semaine. L'argent se vend toujours à 0,77 $ le gramme et le tantal à 380 $ le kilogramme. Seul l'or était en hausse cette semaine à 62,60 $ le gramme contre 62,28 $ le gramme la semaine passée, soit une hausse de 0,32 $ américains.
Place à présent à l'évolution des cours d'échange en RDC selon les données fournies par la Banque centrale du Congo au 18 février 2023. Un shilling tanzanien à l'achat équivaut à 0,853 $. Un shilling tanzanien à l'achat équivaut à 0,85 francs congolais, alors qu'à la vente, un shilling tanzanien équivaut à 0,89 francs congolais. Un dollar américain à l'achat équivaut à 1994 francs congolais et à la vente, un dollar américain est égal à 2076 francs congolais. Un kwacha zambien équivaut à l'achat à 103 francs congolais, alors qu'à la vente, un kwacha zambien est à 107 francs congolais. Un euro équivaut à 2142 francs congolais à l'achat, alors qu'à la vente, un euro égale 2229 francs congolais. Et enfin, un rand sud-africain à l'achat équivaut à 111 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 116 francs congolais. Et c'est par là que s'achève ce JT Business sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité de regarder votre magazine sur Arc-en-Ciel RTV officiel. Nous sommes là sur la chaîne YouTube de votre télévision. Restez sur votre télévision, restez fidèles au programme de Arc-en-Ciel Télévision. Au revoir.